Merci aux organisateurs de m'avoir invité à parler de la formation continue. Alors c'est un peu difficile d'intervenir après deux orateurs prestigieux. Je vais essayer de faire de mon mieux, déjà de trouver... Voilà. Alors le développement professionnel continu, c'est quoi? Vous savez que c'est un dispositif qui est légal, hein, qui a été dédié aux professionnels de santé, dont les médecins bien sûr. Il a été initié par la loi Hôpital Santé Territoire, HPST, en 2009, et il a été adapté récemment, en 2016, par la loi de modernisation du système de santé. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais il est effectif depuis le 1er janvier 2013, c'est-à-dire que comme c'est triennal, je pense que vous avez tous validé votre DPC en 2016. En fait, personne ne l'a fait, c'est-à-dire que la formation continue, pour l'instant, n'est pas validée. Alors, le dispositif, il est réglementé, puisque chaque professionnel de santé doit suivre un parcours de DPC pour remplir cette obligation triennale. Et à l'issue des 3 ans, en fait, on doit adresser sur un document de traçabilité à l'autorité en charge de vérifier que vous avez fait votre DPC, et l'autorité pour les médecins, c'est le Conseil de l'ordre. Alors, les objectifs du DPC, ils sont multiples, hein. D'abord, c'est l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Vous connaissez le nombre d'effets indésirables, le nombre de décès évitables en France comme dans tous les pays développés. On peut faire cette comparaison par rapport à l'aviation civile, où les pilotes sont recertifiés, où il n'y a pas eu d'accident corporel dans l'aviation civile en 2016, alors qu'en France, on déplore 20 000 décès évitables. Ensuite, l'évolution et l'amélioration des pratiques professionnelles et de la gestion des risques. La gestion des risques, c'est quelque chose de nouveau. Ce n'était pas du tout enseigné avant. Le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences. Et là, on peut parler, par exemple, Bruno Rioux a parlé de la formation qu'on avait avec le DESC, la CAMU, etc. Par exemple, l'échographie clinique va devenir quelque chose d'indispensable pour les médecins. Alors, nos jeunes vont être formés à l'échographie clinique, mais les vieux comme nous, on est obligé de l'apprendre. Et on imagine mal que dans quelques années, dans 5 ans, un urgentiste ne puisse pas maîtriser l'échographie clinique, parce que ça fera partie de la prise en charge du patient. Également, prise en compte des priorités de santé publique, ça c'est le normal, c'est le ministère qui va nous donner certaines priorités. En médecine d'urgence, il y en a peut-être un peu moins qu'en médecine générale sur le côté prévention. La promotion des coopérations interprofessionnelles, c'est très important. Karim a évoqué les coopérations interprofessionnelles, c'est-à-dire que les pratiques avancées des infirmières. Et puis, bien sûr, quelque chose de très important, c'est le décloisonnement entre les différents modes d'exercice, ville-hôpital, et la place des généralistes probablement dans nos services. Donc le DPC est une démarche active tout au long de l'exercice professionnel. Ce n'est pas un examen qu'on passe une fois et c'est terminé. Et donc le professionnel de santé est acteur, puisque c'est lui qui va faire les choix dans un cadre déterminé. Alors l'offre de DPC, vous avez entendu parler de la formation, de la création de l'Agence nationale du DPC, qui propose ses actions cognitives, les actions d'analyse des pratiques et les actions de gestion des risques. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ANDPC, il va valider des formations qui sont prises en charge financièrement. L'ANDPC, c'est ça, c'est la prise en charge financière avec une validation. Mais on va voir que les conseils professionnels vont aller au-delà de l'offre de DPC de l'ANDPC. Effectivement, la formation continue des professionnels de santé, elle va être confiée au CNP. Elle est confiée au CNP. Alors, il y a un décret qui doit officialiser la création des conseils nationaux professionnels. Pour nous, c'est le Collège français de médecine d'urgence. Ce projet de décret, il était prévu de le publier avant la fin 2017. Au début de l'année, on nous l'a promis pour février. Récemment, on nous l'a promis pour bientôt. Donc, ça devrait bientôt arriver. Mais pour l'instant, ça ne sort pas. Probablement parce qu'il y a des difficultés avec certaines professions comme les infirmières. Donc ces conseils nationaux professionnels, ils regroupent pour chaque spécialité les sociétés savantes et les organismes professionnels. C'est-à-dire que pour nous, pour le Collège français de médecine d'urgence, on retrouve bien sûr la SFMU, SAMU Urgences de France, la MUF, les urgentistes privés, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont là, la collégiale des universitaires. Donc pour chaque spécialité, ces conseils nationaux proposent un parcours pluriannuel de développement professionnel continu, et ils comportent également donc, ce qui est demandé par le ministère. Alors, pour chaque spécialité, le Conseil national détermine les orientations prioritaires de développement professionnel continu. Pour nous, ce serait par exemple de dire l'échographie clinique, il faut que ça fasse partie du parcours. Le parcours pluriannuel de développement professionnel défini à l'article du Code de la santé publique, puisque tout ça, ça va être réglementé. Et puis surtout, le CNP va devoir tenir le document de traçabilité de notre développement professionnel continu. C'est ce document de traçabilité qui sera transmis à l'ordre des médecins et qui validera notre parcours.
Alors, les organismes de DPC, les conseils nationaux professionnels ne peuvent pas exercer des activités de formation. C'est-à-dire que le Collège français de médecine d'urgence ne peut pas être un organisme de formation continue. Et vous savez aussi que pour les organismes de formation continue, pour l'ANDPC, il y a une variable importante, c'est que ils ne valident pas les formations qui sont soutenues ou financées par l'industrie pharmaceutique. C'est une donnée très importante, ce qui fait que, par exemple, la SFMU, qui organise son congrès annuel, qui ne peut pas l'organiser sans le soutien de l'industrie, ne peut pas être considéré comme un organisme de formation continue au titre de la NDPC, donc de la prise en charge financière. Il faut bien distinguer ce qui va être pris en charge financièrement de ce que le Conseil national va valider. Alors pour la médecine d'urgence, vous avez des formations, des organismes qui sont accrédités, donc Urgence DPC, qui est une filiale de la SFMU, mais les formations d'urgence DPC se font hors du cadre de l'industrie pharmaceutique. Certains syndicats, certains collèges régionaux de médecine d'urgence qui ont demandé leur validation. Et puis en fait, tout organisme qui dépose une demande d'agrément. Et vous savez que la NDPC en reçoit 350 par jour. C'est un chiffre, alors pas que pour la médecine d'urgence, bien entendu, mais ça vous dit aussi que, bien sûr, le contrôle, il est très aléatoire, puisqu'il est impossible de traiter la validité de... Alors, en pratique, le CNP va proposer un parcours professionnel, il va énumérer les actions qu'il considère comme validantes, donc c'est nous qui allons décider, donc sociétés savantes, organismes les syndicats, les organisations professionnelles, et on a déjà réfléchi un petit peu. Bien entendu, nous validerons au niveau du CNP de médecine d'urgence les congrès nationaux comme celui de la SFMU, les congrès internationaux également, parce que c'est important de se sortir un petit peu du cadre, les réunions régionales, parce que historiquement, la formation continue des urgentistes, elle était vraiment très développée au niveau régional dans les collèges régionaux de médecine d'urgence qui existent depuis, qui ont été créés pratiquement tous dans les années 2000 et qui ont assuré vraiment une formation très importante. Les RMM, les e-formations, la simulation, bien entendu, qui va prendre une place très importante, et la pratique professionnelle. Je vais y revenir. Donc, sur le plan réglementaire, on a une obligation de 2 actions sur 3 ans. Alors, ce qui est important aussi de noter, c'est qu'il va y avoir une charge très importante pour le CNP, puisqu'il va devoir tenir les documents de traçabilité, qui va donc, en vérifiant que les formations sont bien validantes. Et il y a donc une nécessité de financement, parce qu'actuellement, le CFMU, il a un trésor de guerre qui est extrêmement limité, et il faudra du personnel pour assurer cette fonction. Mais c'est prévu normalement dans le décret. Alors, une petite problématique en médecine d'urgence. Finalement, le terme de spécialité, on l'a vu tout à l'heure, donc vous avez la définition qui est là. La médecine d'urgence, elle existe depuis le 13 novembre 2015, date un petit peu triste. Et puis le DES est entré en vigueur seulement à cette rentrée ici. Alors, vous voyez, comme le CNP va valider votre formation continue, votre DPC, il faudra être inscrit dans la bonne spécialité, parce qu'actuellement, la plupart des urgentistes sont issus de la médecine générale. Les vieux sont plutôt issus de l'anesthésie-réanimation, de la réanimation médicale, de la médecine interne ou d'autres spécialités, la gastro par exemple. Et donc, j'imagine mal qu'on soit obligé de valider. Enfin, si on ne change pas de spécialité, il faudra faire le parcours professionnel de médecine générale. Je souhaite bien du plaisir à ceux qui font de la médecine d'urgence depuis 15 ans. Moi-même, d'anesthésie-réanimation, j'ai quitté la réanimation il y a une quinzaine d'années. Je veux dire, voilà. Donc, il faut absolument se réinscrire au niveau ordinal dans la spécialité. Alors, pour les DES, ce sera facile, puisque dans 4 ans, ils seront automatiquement inscrits dans la spécialité. Pour les autres, il faut passer par la commission de qualification ordinale pour changer de sa spécialité, se faire inscrire dans la spécialité qu'on exerce réellement. J'insiste sur ce point parce que c'est très important à tout point de vue. Celui qui serait inscrit en médecine générale se verra imposer un parcours de médecine générale qu'il aura, à mon avis, du mal à valider. Et puis, pour le CNP sera forcément financé en fonction du nombre de médecins inscrits dans la spécialité. Alors, d'autre part, vous savez qu'il existe pour certaines spécialités à risque une procédure d'accréditation qui est plus collective. C'est vrai en anesthésie-réanimation. Moi, je plaiderais pour qu'on réfléchisse à cette accréditation, parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi pour considérer que la médecine d'urgence peut être considérée comme une spécialité à risque. Et enfin, récemment, ce mois-ci, vous savez que suite à l'affaire de Strasbourg, la ministre a émis son souhait d'avoir un processus de certification des SAMU
Vous savez qu'actuellement, quand on fait une certification par une visite HAS, la visite de certification passe obligatoirement aux urgences. C'est dans le cadre de la visite, les urgences sont forcément auditées, alors que le SAMU-SMUR ne l'est pas, ce qui est un petit peu effectivement dommage. Alors les problématiques à l'hôpital maintenant. Vous savez qu'en tant que le statut de PH prévoit 15 jours de formation continue, je me suis toujours obligé d'utiliser ces 15 jours de formation tous les ans. Le problème, c'est que quand vous passez en temps continu l'histoire des 39 heures, avec 48 heures, dont 39 heures postées et le reste en activité non clinique, eh bien, le DPC est compris dans cette activité non clinique. Donc on passe de 15 jours de formation statutaire à une intégration dans le temps non clinique. Il faut bien distinguer donc ces actions de la NDPC. La NDPC, c'est pour valider et pour prendre en charge financièrement les autres qui ne sont pas forcément financés. La NDPC ne peut pas financer, par exemple, le congrès de la SFMU, puisque l'industrie est présente. Donc il y a un problème de financement, et vous savez que ce financement, dans beaucoup d'hôpitaux, il est confié à la NFH, avec donc des disparités selon l'établissement pour la répartition de ces crédits. Cette année, pour le CHU de Dijon, je ne sais pas comment ils ont fait, on n'a plus que 110 € par docteur, donc c'est un petit peu compliqué de... Alors, l'évolution, il faut bien voir aussi au-delà du DPC, de ce processus que je viens de vous expliquer, c'est l'évolution vers la recertification. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Donc, je reprends cette analogie avec les pilotes de ligne, qui sont certifiés tous les 6 mois, et les décès évitables aux États-Unis. Il y a 2 Boeing complets qui s'écrasent tous les jours aux États-Unis avec des patients hospitalisés. Donc, ce n'est pas une rediplomation, parce que la recertification, on fait un peu peur. On se demande si on va devoir repasser un examen, etc. Non, ce n'est pas ça. Elle a 4 principes. Le DPC, donc on vient de voir, le DPC, que ces actions de FMC, les congrès, les diplômes universitaires qu'on peut passer. L'analyse de l'activité du médecin, le maintien des compétences. Je reviens sur l'échographie clinique. Dans l'analyse de l'activité, il faudra forcément apprendre cette activité. La répartition des activités du médecin, est-ce qu'il fait plutôt... parce qu'il y a des médecins qui vont se surspécialiser. Là, je crois que la médecine d'urgence ne va pas y échapper. Et il y a toute la validation des acquis de l'expérience avec le parcours professionnel. Vous savez aussi que dans cette recertification, il y a le problème des médecins qui interrompent leur carrière professionnelle pendant une durée assez longue. Par exemple, on a des médecins qui ont interrompu leur activité pendant 5 ou 10 ans et qui veulent le reprendre. Et là, bien sûr, il faut passer par un processus de recertification parce qu'en 10 ans, les connaissances ont quand même beaucoup changé. Et donc, cette recertification, elle est vraiment dans les... Enfin, peut-être que ça fera comme le décret du CNP, ça va prendre un certain temps. Mais en fait, il y a quand même un comité de pilotage qui a été formé, qui doit rendre ses propositions au 3e trimestre 2018. Donc, il y a, dans ce comité de pilotage, il y a un représentant de la Fédération des spécialités médicales. La Fédération des spécialités médicales, c'est le regroupement de tous les CNP en dehors de la médecine générale, qui a voulu rester un petit peu à part. Donc, le CFMU fait partie de la FSM, et donc le représentant de la FSM assiste à ce comité de pilotage. Donc, en résumé, vous voyez ce parcours professionnel qui va être réglementé par décret et qui va être sous le contrôle du Collège français de médecine d'urgence, qui sera le Collège national professionnel, et puis l'évolution vers cette recertification dont il faudra reparler quand les décrets seront parus. Merci de votre attention.